Les racines des relations internationales. Chez les anciens, la préoccupation est la sécurité de la cité-État, de la République ou de l'Empire. Chez les Grecs, avec Homère, Hérodote, Thucydide, Platon, Aristote et Polybe. Chez les Romains, comme le cas de Tite-Live, Plutarque, Cicéron. En Asie, avec les commentaires de Sun Tzu ou bien de l'érudit indien Kautilya. La Grèce et Rome. La Grèce et Rome effacent tout ce que nous savons des civilisations antiques, telles que les Sumériens, les Hittites, qui ont laissé moins de traces. Tous fournissent un aperçu actuel de l'étude de la politique en général et des relations internationales en particulier. Platon et Aristote se sont concentrés sur la politique intérieure, comme la République idéale pour Platon. Nicolas Machiavel considérait la sécurité d'une cité-État ou d'une république de la même manière, dépendante de la politique, de ses lois et de ses militaires, c'est-à-dire les armes. Machiavel s'est inspiré des anciens pour observer les événements contemporains. Karl Marx a appliqué les conflits de classe grecs, valeur du travail et de l'esclavage, au capitalisme. Les classes matérielles transcendent les frontières de l'État et n'y sont pas confinées. Le structuralisme économique de certaines théories des relations internationales trouve écho dans cette orientation de classe marxiste. La Grèce. La période de la Grèce antique, de moins 800 à moins 400 avant notre ère, est une période de trouble où la sécurité des cités-États grecques était une question centrale. Les contes d'Homère, comme l'Iliade et l'Odyssée, ont été écrits dans le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils dépeignent un monde de chefs guerriers, aristocratiques, qui forment les premiers gouvernements. Il n'est pas de relations diplomatiques, mais des invitations, des amitiés entre familles nobles. Selon Thucydide, les pirates jouaient un rôle aussi important que les rois, et Aristote décrivait un monde principalement rural, d'union de familles et de villes issues d'unions de villages. Les populations étaient petites, de quelques milliers. Les monarques héréditaires ont souvent cédé la place à des gouvernements de nobles conseillés par des personnalités bureaucrates. L'apparition du droit grec au 8e siècle avant Jésus-Christ renforce les droits du citoyen et diminue le poids des familles. Les guerres sont l'effet de colonisation et de la création de nouvelles villes. Homère, le poète. Mais dans les écrits d'Homère, les humains partagent le devant de la scène avec les dieux, qui déterminent de façon capricieuse les questions de vie et de mort. Les batailles se résument à des combats entre individus de bravoure et vertu qui décident de l'issue. L'intervention constante des dieux limite les destinées humaines dans un déterminisme bercé de phénomènes aléatoires et incertains. L'Iliade est une tragédie de guerre, l'Odyssée une romance. Tous deux ont eu un impact sur la réflexion politique. La légende du cheval de Troie souligne le rôle décisif de la tromperie et de la surprise dans la guerre. Ce qui est important est ce que l'on peut accomplir dans la vie et non la mort. Homère souligne l'importance de la force physique, morale et intellectuelle comme compétence humaine pour faire face aux situations souvent mortelles. Hérodote, le père de l'histoire. Au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote détaille les guerres perses de Cyrus le Grand, de Cambyse, de Darius. Connu pour ses exagérations, il implique de nombreux détournements divertissants qui éclairent le lecteur comme le processus de momification égyptien. La première moitié de son œuvre concerne la montée de la Perse et la seconde moitié le conflit avec la Grèce. Il souhaite montrer la mémoire du passé en consignant les réalisations des peuples et comment ils sont entrés en conflit. Hérodote étudie les relations internationales. Premièrement,
Les conflits entre les cités-États, empires, peuples, souvent issus d'un désir d'un dirigeant d'obtenir soit le pouvoir, soit la gloire, soit la richesse ou la vengeance. Deuxièmement, l'intérêt des dirigeants pour la sécurité, l'autonomie de l'État, la mobilisation des ressources internes, les alliances politiques. Enfin, troisièmement, la manière dont le destin ou les dieux contrecarrent les aspirations des hommes d'État et chefs militaires. Une grande part de la métaphysique où les oracles et les prophéties comptent et influencent, voire déterminent les décisions et les résultats. L'oracle est considéré comme révélateur de la vérité. Hérodote considère la guerre comme une simple réalité inévitable de la vie. Il n'étudie pas les causes et les conséquences. La défaite signifiait souvent la destruction de la ville, la mort de tous les hommes ou la mise en esclavage des hommes, femmes et enfants. Extrait. Avant l'invasion perse, Xerxès faisait la même remarque à l'exilé grec Démartus. Les Grecs oseront-ils lever la main contre moi? Démartus répond à Xerxès que les Spartiates sont libres, oui, mais pas entièrement libres, car ils ont un maître, et ce maître est la loi, qu'ils craignent bien plus que vos sujets ne vous craignent. Tout ce que ce maître commande, ils le font. Pour Hérodote, c'est cette insistance sur l'état de droit qui distingue les Grecs des Perses et des autres barbares. En aucun cas, les Spartiates n'accepteront l'esclavage. Darius soutient que, dans une démocratie, des malversations sont inévitables et que les oligarchies ont tendance à des querelles personnelles violentes et à des querelles qui conduisent à des dissensions ouvertes puis à des effusions de sang. La structure politique selon Hérodote. Hérodote souligne que la constitution ou la structure politique et les normes qui y sont associées affectent de manière significative le comportement affiché par un État et ses agents. Hérodote fait simplement valoir le point plus précis selon lequel les démocraties sont les mieux à même d'assurer la sécurité de l'État, car les citoyens ont quelque chose à perdre, leur liberté. Hérodote affirme que l'unité face à une menace extérieure à la sécurité est renforcée si les États menacés ont développé un certain sentiment d'identité commune. En effet, Athènes soutiendrait le grec, la communauté du sang et de la langue, des temples et des rituels, notre mode de vie commun. Dans la partie asiatique, Sun Tzu, 544-496 avant Jésus-Christ. Sun Tzu observe le comportement des entités politiques de la Chine ancienne. Son court traité, L'art de la guerre, compte parmi les ouvrages les plus cités dans les stratégies militaires, du sport, des affaires, de la politique et même du mariage. Un ouvrage classique de la pensée orientale, il reflète la philosophie taoïste et aborde la conduite de la guerre, la compétition entre États d'une manière presque poétique. La dynastie Zhou, en moins 1550, moins 221 avant notre ère, est la dynastie la plus longue de l'histoire chinoise. En 771, l'autorité centralisée des Zhou fuit vers l'ouest face à 7 concurrents majeurs. La concurrence devenant majeure, de grandes armées naissent avec une course à l'armement et d'une administration. Cette guerre s'est terminée en 221 avant Jésus-Christ avec la victoire de la dynastie Qin. Dans sa version moderne, l'art de la guerre ne fait que 100 pages. Il est conçu comme une valeur pratique, allant du stratégique au tactique, sur la manière de gérer les armées de masse pour défendre l'État face aux menaces étrangères. L'accent est mis sur les vertus martiales, la bravoure et la gloire de la guerre. Si la guerre doit être menée, elle doit l'être de façon éthique, la cause doit être valable et bénéficier du soutien du peuple. L'ouvrage présente la guerre comme une grave affaire d'État. C'est un lieu de vie et de mort.
un chemin vers la survie et l'extinction. Une question à méditer attentivement. Il se décompose de la manière suivante. Élaboration des plans, faire la guerre, les talents requis d'un commandant militaire, l'espionnage. Pris ensemble, l'analyse permet de connaître la victoire et la défaite. Connaissez l'ennemi, connaissez-vous vous-même, et la victoire ne fait jamais de doute, pas dans 100 batailles. L'accent est mis sur l'utilisation de la tromperie au niveau stratégique et tactique est la section la plus connue. La voie de la guerre est une voie de tromperie. 1. Lorsque vous en êtes capable, feignez votre incapacité. 2. Quand vous êtes proche, paraissez loin. 3. Attirez avec un appât, frappez avec le chaos. 4. Attaquez là où il n'est pas préparé, apparaissez là où vous êtes inattendu. Sun Tzu détermine son ouvrage par l'observation que les espions sont un élément clé de la guerre. C'est d'eux que dépend chaque mouvement d'une armée. Kautilya et l'Arthashastra. L'auteur. Kautilya est-il l'auteur de l'Arthashastra ou s'agit-il d'une compilation de diverses œuvres? Il daterait de 320 avant notre ère dans l'état de Maurya, Inde du Nord. L'accent est mis sur l'art de gouverner au sens large, dont les missions de l'État sont de protéger des agressions extérieures, maintenir l'ordre public, sauvegarder le bien-être du peuple. Il donne des conseils pratiques. Il focalise sur le pouvoir relatif entre les États, la nécessité d'équilibrer les avantages à court terme avec les avantages potentiels à long terme, et les facteurs intangibles et imprévisibles qui peuvent affecter les choix de politique étrangère. En utilisant des scénarios hypothétiques, il peut explorer diverses options de politique étrangère et éviter de s'enliser dans une description historique. La guerre est définie en 4 catégories. La guerre diplomatique. La guerre diplomatique dans laquelle un roi se trouve dans une position militaire plus faible et décide qu'il n'est pas sage de s'engager dans la bataille. Deuxième catégorie, la guerre ouverte. La guerre ouverte qui consiste à spécifier le moment et le lieu de la bataille et à élaborer une stratégie appropriée. Troisièmement, la guerre dissimulée. La guerre dissimulée pour inclure la guerre psychologique. Enfin, quatrièmement, la guerre clandestine conçue pour atteindre l'objectif sans véritable combat, principalement en utilisant l'assassinat comme outil. L'espionnage. Les opérations secrètes et l'espionnage sont des aspects importants de la politique étrangère et nécessitent la création d'un service secret. Kautilya délimite les différents types d'agents. Il y a les assassins, les empoisonneurs, les agents doubles, les moines et même les veuves pauvres mais intrépides qui doivent travailler pour gagner leur vie. Les déguisements utiles pour les agents secrets sont les commerçants, les hommes saints, les nains, les conteurs et les anciens voleurs. En résumé, des poèmes épiques d'Homère, nous percevons les relations internationales dans un contexte de déterminisme par opposition au volontarisme. Les individus comptent et le résultat de la guerre est lié à la force physique, morale et intellectuelle. Mais les dieux et les oracles peuvent toujours dominer les événements. Pour Sun Tzu, l'art de la guerre, et Kautilya avec l'Arthashastra, la gestion du conflit est rationnelle. Ils élaborent la stratégie capable de vaincre, de déjouer et de tromper l'adversaire. Hérodote voit dans ses histoires des conflits pour préserver la sécurité, l'autonomie des tribus, de leur culture, et le thème des cités-États est dominant. Les origines des conflits sont souvent issues d'individus assoiffés de pouvoir et de gloire. Il indique clairement les avantages des alliances et de la mobilisation des ressources internes.